vous laissez du crack, du bédo ou du ricard sur la table basse à la maison à disposition de vos enfants, vous vous étonnez pas qu'ils soient mortaux ou qu'ils aient une addiction par la suite. On a fait la même chose pour les écrans. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le docteur Pierre-Emmanuel Rosier. Pierre-Emmanuel est médecin psychiatre, pédopsychiatre, addictologue au Centre hospitalier des Pyrénées. Il est passionné par son métier et a consacré sa carrière à aider les jeunes et les adultes à surmonter leurs défis en matière de santé mentale et d'addiction. Dans cet épisode, on va parler de sujets qui nous concernent tous, surtout dans notre génération ultra connectée, la surexposition aux écrans et l'addiction aux réseaux sociaux. On va discuter de son parcours et de ce qui l'a conduit à se spécialiser en pédopsychiatrie et en addictologie. Ensuite, on abordera des questions importantes comme à partir de combien de temps devant un écran on peut parler de surexposition, quels sont les principaux risques tant mentaux que physiques associés à cette surexposition, notamment chez les enfants et les adolescents. Pierre-Emmanuel nous partagera aussi des cas extrêmes qu'il a rencontrés dans sa pratique et nous donnera des conseils précieux. On parlera également de l'addiction aux réseaux sociaux, comment ces plateformes peuvent-elles devenir si addictives, quels sont les signes à surveiller pour détecter une addiction et surtout comment faire pour réduire notre utilisation des réseaux sociaux et retrouver un équilibre. Pierre-Emmanuel nous donnera des stratégies concrètes et des conseils pratiques pour sortir de la dépendance. Enfin, on terminera par une discussion sur l'avenir. Est-ce que Pierre-Emmanuel est optimiste ou pessimiste quant à la gestion de ces problématiques? Et quelles ressources ou outils recommande-t-il à nos auditeurs pour mieux comprendre et gérer ces addictions? Et pour finir, on a préparé un petit vrai-faux sur les addictions aux réseaux sociaux. Donc restez avec nous, mettez vos écouteurs, on va passer un bon moment avec Pierre-Emmanuel. Bonjour Pierre-Emmanuel. Salut David. Bienvenue dans Éclosion. Merci de m'inviter à partager avec tes auditeurs. Ouais, avec plaisir. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis Pierre-Emmanuel Rosier, donc je suis docteur en médecine, je suis psychiatre, pédopsychiatre et addictologue. Je suis actuellement praticien hospitalier au Centre hospitalier des Pyrénées à Pau. Ouais. J'ai été étudiant externe en médecine à l'Université de Bordeaux et après j'ai fait mon internat à l'Université d'Angers, au CHU d'Angers. Okay. Et je suis revenu il y a 5 ans sur Pau, juste avant le Covid, pour commencer ma carrière de praticien hospitalier au sein du Centre hospitalier des Pyrénées, l'hôpital psychiatrique de Pau. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser en pédopsychiatrie et en addictologie? Qu'est-ce qui m'a poussé? Mes parents, puisque j'ai 2 parents qui sont psychiatres libéraux, un père pédopsychiatre et une mère psychiatre. J'avais pas forcément ça comme intérêt, la psychiatrie, quand j'ai commencé mes études de médecine, mais c'est revenu par la suite parce qu'il n'y a que ça qui m'a intéressé. Moi, dans mon parcours étudiant, j'ai été élu à la fac de Bordeaux, j'étais membre du tutorat des carabins de Bordeaux, je m'occupais de donner des cours quand on est en 2e ou 3e année, aux premières années de façon gratuite, pour pallier aux problèmes monétaires des prépas privés. Et je me suis aussi beaucoup occupé en tant que vice-président événementiel des carabins de Bordeaux, des soirées. Et avec un groupe de potes, on a créé une association d'électro qui s'appelait La Croix Jaune. Donc avant de faire de la dicto, j'ai fait des soirées, j'ai organisé pas mal de choses, mais toujours avec une volonté de faire des SAM, celui qui conduit, celui qui boit pas, ou d'avoir vraiment de la modération, ou de l'accompagnement avec la sécurité civile, de faire des soirées de qualité où on pouvait faire venir des gros DJ, où on pouvait bien se charger la tronche, mais toujours dans le respect et le consentement. Et par la suite, quand j'ai passé mon concours, j'ai eu psychiatrie, je suis allé à Angers, et je me suis beaucoup intéressé au suicide, à l'aide sociale à l'enfance. Et comme je fais du sport à haut niveau depuis longtemps, et notamment du trail, je me suis intéressé, et ça a été le sujet de ma thèse, à l'addiction à l'exercice physique. D'accord. Donc l'addiction qui est dite positive, le mec qui va partir tous les jours courir, qui oublie sa femme et ses enfants pour aller faire l'ultra-trail du Mont Blanc, qui s'arrête jamais, qui est une addiction comportementale aussi négative que les autres addictions, puisque c'est les mêmes systèmes neurobiologiques qui sont impactés, la dopamine notamment, et exactement les mêmes conséquences. Ouais, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, quoi. Voilà, c'est la neurohormone qui est associée au plaisir dans le système de la récompense, avec une théorie qui a pendant longtemps été théorie scientifique, théorie monoaminergique. La sérotonine, c'est la dépression, la dopamine, c'est le plaisir. Mais on s'aperçoit maintenant que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a plein d'autres voies. Donc le système de la récompense, il est essentiellement associé à la dopamine qui va permettre d'éprouver du plaisir.
Ok. Et on va en reparler tout à l'heure, puisque c'est des mécanismes aussi qui jouent sur l'addiction aux réseaux sociaux et la surexposition aux écrans. On va parler de la surexposition aux écrans. À partir de combien de temps devant un écran on peut parler de surexposition ? Le screen time, ça a été une grande question pendant une dizaine d'années, puisque moi, tu me demandais mon parcours. Je me suis intéressé très rapidement aux écrans dans mon parcours universitaire, puisque dans mon diplôme interuniversitaire de suicido, j'avais fait mon mémoire sur le suicide et Internet, puisqu'il y a une dizaine d'années, on avait plein de sites pro-suicide sur Internet qui ont été retirés grâce au programme Papageno, où on pouvait trouver à 98% de probabilité la meilleure méthode pour s'oxyre, avec vraiment une facilité pour les gens de trouver des techniques. Ce qu'on voit actuellement maintenant, avec il y avait une épidémie de suicides au charbon suite à des suicides d'un chanteur de K-pop, qu'on voit en plus revenir de plus en plus avec les réseaux sociaux puisqu'il n'y a plus de censure. Je m'étais intéressé par la suite dans le cadre de mon desk, de mon diplôme complémentaire de pédopsychiatre, aux écrans et au TSA. Donc comment dans les troubles du spectre de l'autisme on avait pu utiliser tout ce qui était des robots, tout ce qui était des écrans pour améliorer la reconnaissance des émotions, pour améliorer la communication alternative augmentative qu'on a aujourd'hui maintenant chez les personnes porteuses de handicap. Et je me suis très rapidement aperçu de l'impact des écrans chez les enfants TDAH, donc soufflant on a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, qui eux avaient une hyperappétence pour les écrans. Il y avait un phénomène moi, qui m'avait intéressé quand j'avais fait mon travail de desk, mon mémoire, c'était ce que Annelise Ducanda, une médecin de PMI, avait décrit il y a quelques années comme l'autisme virtuel, c'est-à-dire ces enfants qui restaient 10-12 heures par jour devant un écran et qui semblaient avoir des autismes-like. Alors c'est pas du tout de l'autisme, ça s'appelle l'hospitalisme, c'est-à-dire qu'un petit être humain, si tu le nourris pas avec des relations sociales, avec de l'affection, que tu le laisses tout le temps devant un écran ou dans son berceau, comme dans les orphelinats roumains, il meurt. Il meurt ou alors son cerveau ne crée pas les bonnes connexions. Il y a un vrai déficit. Donc à ce moment-là, il y avait eu le collectif Surexposition aux écrans avec Daniel Marcelli qui faisait plein de wawa, enfin ils en font toujours pour vendre des machins. Et ce parti pris-là contre lequel j'étais m'a amené à m'intéresser à ce phénomène qui nous touche tous, qu'on a vu nous naître dans nos générations où, je le disais, avant nous on avait les Ronéo, on a vu apparaître les PDF, on a vu apparaître Word, on a vu apparaître les mails, on a vu apparaître une facilité, un outil This is iPhone en 2007 qui devient un outil totalitaire quoi. On a notre compte en banque, on a Parcoursup, on a les impôts, on a tout le monde a beaucoup changé. Et en addictologie, il y a deux bras de traitement, c'est soit la rémission avec l'abstinence totale, mais je suis pas curé. Donc l'addiction à l'exercice physique ou l'addiction au sexe, je vais pas proposer aux gens l'abstinence. C'est pas incohérent. Et l'autre bras, c'est la réduction des risques et des dommages. C'est-à-dire quelqu'un qui a un problème avec l'héroïne, on lui fournit des seringues stériles. Quelqu'un qui a un problème de cocaïne, des pailles stériles. On fait des programmes de prévention. Et on s'est aperçu avec l'équipe du labo CNRS SAMPSI du professeur Royacombe à l'université de Bordeaux que dans le cas des écrans, possiblement il y avait vraiment une addiction aux écrans, mais qu'en plus il n'y avait pas de mode d'emploi. Il n'y avait pas de modalité de réduction des risques et dommages. On en parlera tout à l'heure. Et donc du fait des rencontres qu'on a pu avoir avec Thibaut Chenevière, qui est élu à la mairie de Pau, au numérique et au commerce, avec l'équipe du professeur Royacombe, les différentes équipes universitaires et son labo, et Jean-Marc Alexandre, son attaché de recherche clinique qui travaille dessus depuis des années, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir répliquer une étude qu'on avait fait à Martignas et la faire sur Pau. Donc c'est le projet écran, étude actuelle en cours. Vous tapez projet écran Pau sur internet, vous la trouvez facilement et vous pouvez tous y participer. Si vous avez moins de 12 ans, faites-le avec vos parents. Ouais, on mettra en lien dans la description de l'épisode cette étude, comme ça vous pourrez effectivement y participer. Ouais, ça fait une petite introspection sur son utilisation des réseaux sociaux et des écrans. Mais du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a vraiment un temps devant un écran qui peut nous faire penser à une surexposition, ou c'est selon la personne, son usage, etc. C'est selon la personne, son usage, selon les vulnérabilités de la personne. Ce qu'on sait, c'est les dangers maintenant des écrans sur l'aspect oculaire ophtalmologique, avec un risque de myopie qui se majeure chez les jeunes générations. Ouais, c'est vrai. On sait l'impact sur le sommeil, altération importante du sommeil, mais c'est pas le temps d'écran, un cut-off, un seuil très spécifique.
je te dis, il a été recherché pendant des années, mais en fait, c'est pas vraiment ça le problème, puisque des écrans, il y en a plein. Maintenant, à l'époque... Parce que tu es au travail, tu as un écran, voilà. Tu es sur Messenger, tu es sur Messenger en même temps, tu as plusieurs écrans, les ados, les jeunes adultes, ils font du Discord, du Twitch en même temps qu'ils sont en train de jouer, en même temps qu'ils sont en train de réviser. Donc ce temps d'écran-là, peut-être qu'à un moment, on aura un cut-off, mais on n'a pas encore de recommandations actuelles sur le temps d'écran. Ouais. Est-ce que tu donnerais des conseils avisés aux parents qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour aider leurs enfants à gérer leur temps d'écran? S'ils veulent aider leurs enfants, déjà ils s'appliquent les choses à eux-mêmes. C'est-à-dire que je te raconte tout à l'heure, mais moi j'ai eu beaucoup de parents qui venaient me voir, mon enfant est addict aux écrans, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Ce qui était recommandé, c'est sauvage en écran. Donc, vous enlevez tous les écrans de la maison, vous les foutez à distance et puis 2 semaines après, on verra comment ça se passe. Et là, souvent, les parents répondaient, mais docteur, quand vous dites les écrans, c'est tous les écrans, même les miens, parce que moi, j'ai pas de problème. Ouais. Et c'est vrai que là, je me disais, en tant qu'addictologue, quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de problème, quand on propose un truc, souvent, c'est qu'il y a un problème. Et la grosse limite là-dedans, c'est sevrage, c'est que les parents eux-mêmes, en fait, en termes d'exemplarité de modèle, puisque l'enfant a une neurone miroir et il recopie ce que fait le parent, si on dit à l'enfant, tu n'utilises pas ces écrans alors que le parent est planté devant Hanouna en train de scroller, oui, mais c'est pour le boulot, oui, c'est pour machin, mais ça marche pas. Donc le premier conseil, c'est de se l'appliquer à soi-même, c'est de réfléchir à son temps d'écran, de le réfléchir en famille et de faire ce qu'on dit. On peut pas demander aux enfants d'être exemplaire, quoi. D'être cohérent, par rapport à ça. Malheureusement, des fois, on peut pas faire autrement. Le travail nous oblige. La vie sociale, je sais pas. Oui, mais après, ça, je reviens à Marx, l'aliénation au travail, c'est quand même des années qu'on en parle. On s'aliène nous-mêmes à notre travail parce qu'on le veut bien. Enfin, on a vu apparaître encore plus avec le Covid les WhatsApp utilisés de façon sauvage pour relier les gens, même au niveau du travail, dans l'éducation nationale, c'est une réalité. On n'est pas obligé de le faire, quoi. C'est des choses dont on se fout et quand on est à la maison, on est à la maison. Donc on se donne aussi des obligations, on s'impose des choses. Dans les conseils qui peuvent être très importants, c'est d'enlever toutes les notifications. On n'a pas besoin. On n'a plus besoin de ces notifications. De toute façon, on est déjà matrixé par la bécane, donc on ira dans tous les cas, on ne parle pas d'informations. Les notifications, elles vous perturbent cognitivement au quotidien, que ce soit les vibrations, les sonneries, ou France Info, ou Le Monde, ou n'importe quoi, ou Instagram, tous les trucs que vous pouvez avoir, ça n'a rien à faire, vous irez dans tous les cas. Puis, de toute façon, c'est pas très important de savoir que machin est mort ou que machin a fait ça. Enfin, donc enlever toutes ces notifications et peut-être avoir des temps d'usage qui sont dans les règles de vie familiale. Avant, quand on regardait la télé, les Simpsons le samedi ou sa cartoon, on le regardait ensemble, on pouvait regarder Dragon Ball Z ou South Park. Moi, je veux surtout pas devenir un vieux con, même si j'ai tendance à y arriver avec l'âge, mais je suis la génération, on regardait Les Nuls, Les Inconnus, South Park. En famille. En famille, c'était bien, on n'était pas tout seul avec nos smartphones en train de scroller. Quand on jouait à la console, on jouait à Donkey Kong, à 2 ou à Bomberman. En même temps, ça n'existait pas. Tu vois, t'avais pas de smartphone. Ça veut dire que peut-être que si à l'époque ça existait, on aurait fait pareil, quoi. Peut-être, mais c'est pour ça qu'il faut pas devenir un vieux con et de dire que ces jeunes, les jeunes, les azous, machin. Non, c'est par contre, ce qu'on peut faire, c'est modérer. Tu rentres chez toi, à la place de l'avoir dans la poche, ton téléphone, tu le poses, je sais pas, dans une étagère. C'est les recommandations actuelles, que ce soit pour l'éducation nationale. Comme ça, ton micro, comme ça, tu seras moins gêné. Au niveau des écrans, tu peux t'avancer un peu. Faire des boîtes à smartphone à la maison, là où vous laissez les clés, le range-clés, ça peut être un range smartphone. Et tout le monde laisse à l'entrée de la maison. Ça. Et puis l'ado, il n'en a pas besoin, l'enfant, il n'en a pas besoin, le parent non plus. Oui, puis si vraiment, tu vois, pas à l'extrême que tu as une addiction à ton téléphone ou aux réseaux sociaux, mais tu peux te dire, voilà, je vais le poser là, je vais le laisser là pendant 1 heure, 2 heures, ou je rentre du travail à 18h, admettons, ou 19h, à 21h, je vais m'accorder 5 minutes ou 10 minutes pour checker mes messages. Alors, ça, c'est important déjà de pouvoir se modérer et de voir si on y arrive. Oui, voilà, si vous dites que vous allez faire un truc et que vous n'y arrivez pas, la plupart du temps, vous allez dire qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. C'est pareil pour les smartphones et pour quel que soit l'objet de gratification. Et cette modération et se proposer, s'organiser une routine pour un peu de yoga, un peu de pilates, un peu d'alimentation, un peu de sport, un peu d'écran, mais pas l'avoir tout le temps. C'est vrai que je vous envoie tous à cette possibilité de vous dire aujourd'hui je ne l'utilise pas, vous verrez que 5 minutes après vous serez déjà en train de l'utiliser. Ah, mais il y avait besoin de Google Maps, il y avait besoin de regarder son compte, il y avait un mail, il y avait un truc. Donc c'est là où il y a du craving, ce besoin irrépressible d'avoir le comportement alors qu'on ne le veut pas. Qui est le phénomène central qu'on retrouve dans les phénomènes addictifs. Et j'avais aussi, dans ce que tu me disais par rapport à se récompenser, je pense que c'est une très très mauvaise idée de se dire qu'on se récompense en utilisant un écran. C'est pas une récompense.
Une récompense, c'est quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose lié au numérique. Alors surtout, ne récompensez pas vos enfants en disant si tu fais quelque chose de bien, tu auras ça. Oui, souvent on dit ça, ouais. Et oui, mais le problème, si tu fais tes devoirs, tu pourras regarder la télé. Une récompense, c'est une récompense, c'est une gratification. Une récompense, c'est de partir en famille faire un truc chouette. C'est pas la récompense ultime, ça doit pas être d'avoir 30 minutes de Fortnite. Sinon, c'est un privilège qu'on laisse à l'enfant. C'est pas une récompense. Sinon, ça devient une gratification et ça renforce encore plus chez l'enfant le fait que c'est quelque chose d'unique et d'important. Ce terme de récompense. Donc c'est vrai. Les parents aussi là-dedans disent oui, mais comment on fait avec mon enfant? Je lui ai laissé. Mais vous lui avez offert un privilège, puisque tous les jours vous cotisez, vous allez travailler pour avoir de l'argent, et s'il a un téléphone, c'est parce que vous lui avez octroyé ce privilège. Vous pouvez lui reprendre. Ça doit être dans la capacité de régulation aussi à l'intérieur des familles. Bien sûr. Tout ce que les parents font pour leurs enfants sont des privilèges offerts par leurs parents à leurs enfants. Il y en a beaucoup qui font ça aussi par facilité. Tu vois. Absolument. Mais c'était déjà un phénomène qu'on avait avec la télévision depuis des années. C'est-à-dire que, surtout dans les familles vulnérables avec une forte précarité, quand on n'a pas de moyens, qu'il n'y a pas de nounou, qu'il n'y a pas la gouvernante, on avait la télé comme nounou. On avait déjà, ça c'est des phénomènes qu'on connaît depuis longtemps vis-à-vis de la télévision. Là aujourd'hui, effectivement, c'est un outil extrêmement puissant, notamment puisqu'il stimule le système dopaminergique, pour apaiser encore plus les enfants avec vulnérabilité. C'est pour ça que les enfants TDAH sont extrêmement apaisés, calmés, voire zombifiés par le téléphone, parce que ça va saturer des zones du cerveau qui sont déjà en défaut. Il y a des systèmes addictifs qui sont mis en place, des mécanismes sous-jacents des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Tu parlais tout à l'heure de Fortnite. Ouais, absolument. On savait déjà qu'à la base, dans le game design de Mario, les premières versions, il était sur un écran qui défilait et il avait des petites jambes. On a l'impression que ça allait pas rapidement. Donc ils ont juste augmenté la vitesse des jambes pour améliorer le côté appétitif de Mario. Ça a été un banger. Et de la même façon pour Fortnite, il y a une chercheuse en sciences cognitives qui a été débauchée par la boîte de Fortnite pour rendre plus appétitif ce Tower Defense qui n'en est plus un, qui est maintenant un Battle Royale, en faisant que quand vous farmez, vous farmez du bois, au lieu d'avoir un jeton de bois, vous en avez 4. Ça semble tout con, mais ça devient beaucoup plus appétitif. Beaucoup plus Donc là, intéressant. L'exemple de Fortnite. L'exemple de Fortnite, c'est aussi par rapport à la monétisation abusive. Si pour 5,99 €, vous achetez 643 buckets qui vont vous donner le droit de faire 10 tirages au sort d'armes, de skins de valeurs différentes, en fait, vous faiite du gambling. Vous pariez. Et donc, on va commencer à faire parier nos gamins dès 6-7 ans. Et en fait, on leur apprend à jouer on leur apprend à jouer à la roulette. On s'est emmerdé à faire que par touche, on ne puisse pas y aller avant 18 ans, que la FDJ, on ne puisse pas faire des jeux à gratter pour que via Farmville, via Clash of Clans ou tous ces jeux-là, avec des micro-paiements. Donc c'est une réalité. Je vous renvoie à la mini-série Arte Dopamine qui est très bien faite sur toutes les différentes applications, que ce soit Vinted, WhatsApp, tout ce qu'on utilise tous les jours. Tinder, tous les trucs. Tinder, non, peut-être pas. Ou Grindr, mais ça dépend des pratiques, quoi. Moi, je suis addictologue, je travaille j'envoie des vertes et des pas mûres. On voit à quel point, en fait, les algorithmes ont été faits et sont encore plus faits pour que vous soyez accrochés. Par rapport à certains centres d'intérêt. Et c'est terrible parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais les vendeurs de machin, ils veulent vendre du machin. Que ce soit en bas des tours ou que ce soit dans les GAFAM, c'est la même chose. Ils veulent vendre du produit. Et ils n'aiment pas trop les gens malades. Donc ils préfèrent ne pas rendre trop malade parce que quelqu'un de malade ne consomme pas très longtemps. Oui, ce que tu me disais tout à l'heure, effectivement. Donc il y a un système d'addiction qui est mis en place par les réseaux sociaux, les jeux vidéo, où en fait tu es toujours à la limite. C'est ça. D'y revenir, quoi. À chaque fois, tu reviens, quoi. Ils veulent que le client revienne. Ils n'aiment pas trop les baleines, c'est-à-dire ceux qui dépensent le plus, parce que ceux-là, ils pètent rapidement. Ils préfèrent des gens qui vont consommer longtemps, qui sont en bonne santé. Et c'est là où il y a vraiment ce phénomène de captation. C'est le rapport de l'Élysée qui a été fait sous la houlette de Amine Benhamina, qui est professeur d'université d'addictologie à Paris-Saclay, avait bien mis ça en avant. Au-delà d'un temps d'écran, au-delà de ces éléments, c'est le fait qu'on pompe le cerveau de nos enfants, comme la publicité clairement. Nous pompait le cerveau pendant des années, quoi. C'est ça. Et c'est ce phénomène-là qui est peut-être le plus inquiétant. On le voit aussi sur le plan politique, on le voit au niveau de la pornographie, on le voit au niveau du fact-checking, on le voit au niveau de l'esprit critique. Enfin, tout ce qu'on avait réussi à constituer depuis les années 70 en France, sur une capacité à penser par soi-même, et il est en train d'être... disparaître. Donc le but, c'est pas l'interdiction ou la prohibition, parce qu'on a bien vu dans le cannabis que ça a donné, ça a pas bien marché en France. La modération, quoi. La modération. Quel que soit le comportement. Ou la protection même des plus jeunes, tu vois.
Absolument. C'est quand on met son enfant dans une voiture, on lui attache la ceinture ou on lui demande d'attacher sa ceinture. Mais il a fallu quand même des années avant que la ceinture à l'arrière. Bien sûr, mais ça a été arrivé et aujourd'hui c'est un réflexe. C'est un réflexe, c'est une habitude, des personnes le feraient. Et si on voyait quelqu'un prendre son gamin et pas lui mettre la ceinture, on lui dirait, c'est pas bien. Cher concitoyen, que fais-tu? Donc en fait, sur les réseaux sociaux, sur les téléphones portables de manière générale, les jeux vidéo comme Fortnite, c'est de la protection de nos enfants qu'il s'agit en fait. C'est pas... Absolument. Mais là, on parle des jeux vidéo et du gaming, sachant qu'aujourd'hui, ce n'est plus du gaming, c'est du gambling. On se retrouve avec du pari en ligne en fait. C'est pareil pour Counter-Strike, c'est pareil pour Fortnite, c'est pareil pour Farmville ou pour Clash of Clans. Enfin, tous ces jeux-là sont faits pour faire dépenser du pognon. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans ces situations-là. Et ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que ces phénomènes complexes qu'on commence à comprendre de mieux en mieux, on n'a pas, nous, adultes, de mode d'emploi. C'est apparu sur les 15 dernières années, au fur et à mesure, de façon hyper utile, hyper efficace. Qui va encore chercher son vieux carnet qui sent la naphtaline pour faire la recette de bœuf stroganoff de mémé? Non, on va sur Marmiton, on va sur YouTube, sur Cookéo, sur YouTube, voilà, plus facile. Quand on va quelque part en Isère, on ne prend pas la carte IGN qui nous dit à droite, à gauche, on a Google Maps. Donc on a quand même des outils extrêmement puissants, extrêmement efficaces. Ce ne sont que des outils. On utilise tous des couteaux à la maison. Un couteau, ça peut tuer. Je pense que la majorité des auditeurs n'ont tué personne. J'espère bien. Moi aussi. À part si j'ai des auditeurs psychopathes. C'est ça, ou des auditeurs qui sont malfrats. Mais là-dedans, c'est pas l'outil en lui-même qui est dangereux, c'est comme le marteau. Bien sûr, des clous, c'est un outil. C'est là où aussi il ne faut pas tomber dans la stigmatisation, la diabolisation d'un outil. C'est une coquille vide quand il est éteint, ou quand on sait se modérer. Ouais. C'est ça. Alors là, on parle du téléphone en lui-même, de l'outil téléphone en lui-même. Mais au-delà de ça, tu vois, l'idée c'était de parler des réseaux sociaux et effectivement des jeux qui mettent en place des mécanismes d'addiction qui sont justement profitables pour ceux qui les créent et malsains pour ceux qui les utilisent de manière générale. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, même si tout est intéressant évidemment, je peux pas forcément juger tes propos vu que je n'ai pas de doctorat ni de thèse. Je dis pas mal de conneries aussi. Mais c'est que en tant que parent, tu peux te sentir un peu perdu face à tout ça. Tu comprends pas comment ça marche Fortnite. Et quand ton gamin il vient te voir, ce que tu disais tout à l'heure, et qui te dit papa, est-ce que tu peux me payer 9 € machin pour avoir... Mais ça, c'est des choses dont on a beaucoup parlé au moment où les parents se retrouvaient à arracher la Wi-Fi ou à arracher le truc parce que leur enfant jouait trop. Je prends un petit exemple. Il y a quelques années, quand on jouait au foot dans le quartier, imaginez votre mère qui vient vous arracher au match de foot en vous engueulant. Les parents connaissaient les règles du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand votre enfant il est en train de jouer à un truc et vous dites « Ah, ça m'intéresse pas, je m'en fous », mais dites-vous bien que quand il va au foot le samedi pendant 5 heures, vous ne dites pas « Je m'en fous », vous y allez avec lui. Vous connaissez les règles et vous le protégez. On a aussi un outil qui est offert en moyenne à l'âge de 10 ans aux enfants, pas pour leur faire plaisir, mais pour rassurer les parents. C'est un outil sécuritaire. Oui, pour savoir où ils sont. Avant, quand on voulait partir le samedi soir, on disait « Ah oui, je vais chez machin. Ah ben, je veux avoir les parents au téléphone, je veux savoir où t'es. » Maintenant, on les laisse partir parce qu'on peut leur mettre un tracker, on peut savoir où ils sont en permanence. Donc, il y a vraiment ce phénomène-là qui fait que les parents croient que les enfants sont plus en sécurité à l'intérieur de leur smartphone qu'à l'extérieur. Parce que le monde fait peur, l'extérieur fait peur, l'étranger fait peur, le dehors fait peur, mais ils sont encore plus en danger à l'intérieur. Bien sûr, avec leur téléphone. Avec leur téléphone. Ils vont faire des nudes pour l'envoyer à Karim, 17 ans, alors qu'en fait c'est Raoul, 58 ans, dans les Vosges. En plus avec l'intelligence artificielle et deepfake. Avec l'IA, voilà, là-dedans. Et en plus, ils n'ont pas d'esprit critique, ils n'ont pas forcément de capacité. On sait maintenant que le cerveau, il est bien fini aux alentours de 25 ans et pas à 18 ans. Donc dans ces périodes de transition entre 12 et 25 ans, nous-mêmes tous, on a commencé à avoir le sens des conséquences qu'on a 25 ans. Moi par exemple, c'est à partir de 25-26 ans, je me suis dit que les soirées étudiantes le jeudi soir, c'est pas forcément le mieux quand on avait le lendemain de aller au bloc. J'ai encore quelques potes de 40 ans qui... J'ai encore eu la dernière fois des moments, je me suis dit putain, j'apprends pas quoi. Ça fait mal. Mais le sens des conséquences, on l'a eu que tardivement. Bien sûr. Donc là-dedans, le but c'est de pouvoir soutenir les plus jeunes, soutenir aussi la société. Le porno, actuellement. Si vous voulez regarder le match de Ligue des Champions de Paris-Liverpool, en streaming, vous ne pouvez pas. Impossible. Par contre, si vous voulez aller vous taper du porno, vous avez juste à répondre oui ou non, ouais ou plus de 18 ans, pour aller voir les trucs les plus dégueulasses qu'on retrouve actuellement. C'est quand même, il y a un problème politique en France aussi, de politique publique vis-à-vis de ça. Puisqu'il y a Open qui a fait des demandes par rapport à ça, et puis c'est toujours pas réglé. On voit aussi qu'il y a un manque de vigilance, un manque de cohérence de nos politiques autour de ça. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai à te dire. Il y a aussi une volonté politique de pouvoir faire des choses,
mais... Alors, une volonté politique de faire des choses, je ne suis pas sûr. Il doit y en avoir une. Ouais, je pense qu'il y a un effet de manche actuel. Il y a l'équipe de la présidence a quand même été bien soutenue par Internet sans crainte, par les équipes du professeur Banyamina, par les différents intervenants qui étaient de très très bonne qualité dans le rapport d'experts, que je vous invite à lire, puisque grâce à vos impôts, donc allez le lire. Il est disponible facilement sur Internet, où il montrait qu'il y a une volonté de mettre des choses en place, mais actuellement, comme la dangerosité et la toxicité des écrans n'est pas connue, en fait, c'est un débat d'opinion. C'est pour ça aussi que des études fiables, statistiquement significatives, des faits scientifiques sont importants. Et là-dedans, notre étude actuelle du projet écran veut permettre aux politiques publiques, à ceux qui s'y intéressent, d'avoir des éléments tangibles pour pouvoir dire, y a, comme pour la ceinture de sécurité, ou l'amiante, ou le Mediator, ou ces choses-là, des éléments... Il faut avoir des éléments tangibles, savoir mesurer ces effets, mais ils sont quand même très visibles dans la société. Mais c'est pas parce que c'est visible qu'on le prend en compte. La santé mentale, c'est 1 personne sur 5. C'est pas pour autant qu'on n'a pas une stigmatisation de la santé mentale depuis 50 ans. Donc la réalité aussi, c'est que quand ça fait peur, on préfère se replier et dire que c'est pas vrai. Il y a des biais aussi par rapport à ça, des biais cognitifs. Notamment, ce qui est important à avoir en tête en santé mentale, c'est la question de l'insight, la conscience du trouble. Si vous avez mal à la tête, que vous transpirez et que vous toussez beaucoup, vous allez vous dire « Ah merde, j'ai sûrement chopé un truc, je vais aller voir le médecin ». Vous allez pas vous dire « Qu'est-ce qui m'arrive ?» D'accord. On l'a tous vécu pendant le Covid. Ou même là, récemment, la grippe. Avec la grippe, voilà. On se dit, on a un symptôme, des symptômes, on doit avoir une maladie. Le problème en psychiatrie, c'est que les symptômes sont souvent associés avec une abolition de l'insight. Donc pas du déni, c'est pas un déni psychologique tel qu'on a essayé de le penser pendant 40 ans. C'est qu'il y a une zone du cerveau, le réseau de mode par défaut, qui est impactée, qui va faire que le patient qui est ralenti, triste, j'arrive pas à me concentrer, tonton est mort, si c'est Mario, ce serait pas plus mal. Il se dit pas, oh mon Dieu, je fais un épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère avec des suicidaires associés. Le schizophrène qui délire ou le maniaque qui est plein de balles ne s'aperçoit pas. Pas qu'il le veuille pas, c'est parce que son cerveau, en fait... C'est dingue, c'est terrible. Pourquoi parce que c'est une des découvertes majeures sur les 20 dernières années en psychiatrie, les troubles de l'insight associés aux maladies psychiatriques, et le fait que nous, cliniciens, on doit faire naître l'insight chez le patient, pour qu'il puisse par lui-même et pour lui-même mettre en place... Tu peux pas te rendre compte, c'est vrai, je sais pas si vous, en tant qu'auditeur, vous y avez déjà pensé, j'avais jamais réfléchi ça comme ça. Tu te rends pas compte que tu as une dépression, une maladie... Non, alors que si à 3h du matin, tu manges un kebab pas frais après une soirée, le lendemain tu dégueules et tu as la diarrhée, tu dis pas « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Tu sais pourquoi. Tu vas identifier, tu as une conscience du trouble importante. Quand tu as la jambe pétée, qu'elle pisse le sang, que tu n'arrives pas à marcher, tu dis « Oh mon Dieu, c'est parce que c'est cassé. » Les fractures morales, comme dans la dépression, c'est impossible. C'est neurologiquement beaucoup plus complexe. D'accord. Donc le but, c'est d'avoir des stratégies intégrées, de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique du patient à reconnaître les symptômes pour qu'il ait une conscience, une conceptualisation du symptôme qui lui permette de mettre en place des stratégies. Est-ce que tu peux le faire en amont ? Absolument. Par exemple, dans l'éducation de tes enfants, leur apprendre, je sais pas, à comprendre leurs émotions. Mais comme on le fait pour les autres maladies. Quand un enfant, ton enfant te dit « Papa, j'ai mal à la tête », tu vas lui prendre la température, et puis s'il est à 38,5, tu vas lui donner du paracétamol. Là, aujourd'hui, quand un enfant a des idées suicidaires, directement, on l'envoie au CHP. Donc nous on fait attention à bien dire à l'enfant que c'est bien d'en avoir parlé et c'est bien aux parents d'avoir accompagné, parce que quand on a un symptôme, c'est bien d'en parler aux professionnels, et que le fait qu'on hospitalise la personne, c'est pas une punition, c'est parce qu'on est médecin et qu'on prend en charge les gens malades. S'il n'était pas malade, on ne prendrait pas en charge, il n'y a pas une maladie derrière. Donc le but, c'est de pouvoir, comme dans les premiers soins en santé mentale, comme l'acculturation et la déstigmatisation de la santé mentale, c'est pouvoir permettre aux gens d'accéder plus facilement et plus rapidement et plus précocement à des soins de bonne qualité. Puisque maintenant, on sait, on a eu quand même 40 ans de psychanalyse qui nous a bien foutu dedans, ça marchait pas, je rappelle, la psychanalyse ne marche pas, c'est bien quand vous avez du pognon et que vous voulez perdre du temps, mais les thérapies cognitivo-comportementales, notamment émotionnelles, sont les seuls types de thérapies qui sont démontrés comme étant efficaces en psychiatrie. Et dans la dépression, les traitements efficaces, quand elle est légère à modérée, c'est la psychothérapie. Et c'est seulement si elle est sévère qu'on a un intérêt à mettre des antidépresseurs. Ça a été bien rappelé par les commissions et par la Cour des comptes. Alors qu'en France aujourd'hui, tu arrives, tu es fatigué, tu es triste, on va te coller des benzos, du Xanax et du Prozac hyper rapidement sans psychothérapie.
Donc la prévention... Tu soignes rien en fait, c'est juste les symptômes. Ouais, c'est comme si tu as une fuite d'eau. Hein. Il faut d'abord couper l'eau et après réparer. Il ne faut pas écoper pendant des heures. Ça fait des années qu'on écope et qu'on cherche les gens. C'est clair. Et c'est quoi les signes qui peuvent indiquer qu'une personne est en train de développer une addiction? Alors, pendant longtemps, on a été dans l'ère de la toxicologie. C'est-à-dire que quand tu avais un problème de tabac, au bout d'un moment, tu te retrouvais avec des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes pulmonaires, donc tu allais chez le pneumologue. Ouais. Quand tu avais un problème d'alcool, tu te retrouvais avec un problème de foie, et tu te retrouvais chez l'hépatogastroentérologue. Ouais. Et puis, quand c'était un peu trop chiant, on t'envoyait voir le psychiatre, on t'enfermait pendant 3 semaines au CHP, et puis voilà. Ça, c'était une ère où on soignait les conséquences de l'addiction, mais on ne soignait pas l'addiction. Donc, on soignait les conséquences de l'hyperexposition. D'accord ? Oui. L'addiction, c'est un phénomène de perte de contrôle neurologique, une maladie chronique neurologique, basée sur la perte d'efficacité du système de régulation du contrôle, d'accord ? Le système de la récompense, et où le patient, en fait, neuropsychologiquement, n'a plus de contrôle sur ses actions. Sur ce qu'il fait au quotidien. C'est ça, sur ce qu'il fait au quotidien en lien avec l'objet de gratification. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, il a du contrôle sur plein d'autres choses, mais par contre, l'alcool, il n'arrive pas à se contrôler. Ouais, genre tu bois deux bières, 2 verres, je sais pas, n'importe quoi. C'est pas assez. C'est pas assez. Alors qu'il sait que ça lui fait du mal, et qu'il sait qu'il sort des patho-gastro, et qu'il sait qu'il a perdu sa femme pour ça, tu vois, mais c'est pas assez. Mais il peut pas se retenir de... Et il y a un phénomène central qui est le craving, donc ce besoin irrépressible d'avoir le comportement alors qu'on le veut pas. C'est quelque chose d'aliénant, c'est l'aliénation à soi-même. C'est à l'insu de son plein gré, on fait les comportements. C'est le patient qui le matin dit aujourd'hui je bois pas, le soir il est complètement bourré, sa femme lui dit mais t'as encore bu, t'as vu? Oui mais je voulais pas. Il ment pas. Il ne ment pas, d'accord? C'est un continuum qu'on a tous, le craving entre 0 et 10, entre je veux quelque chose et j'ai eu le comportement. Pour exemple, ce soir où vous allez rentrer, vous êtes fatigué, vous allez vous dire je mange qu'un carré de chocolat, et 5 minutes après vous froissez honteusement l'aluminium en vous disant jamais plus ça. Ça c'est du craving, d'accord? On l'a tous fait. C'est quelque chose qu'on peut tous avoir et qu'on peut tous percevoir dans certaines situations. On parlait tout à l'heure du craving amoureux, quelqu'un qui s'est fait tromper et une rupture, qui a encore des sentiments, qui a encore envie d'être avec la personne alors qu'elle sait que c'est un salaud, et c'est du craving amoureux. Tu continues quoi. C'est ça, tu continues alors que tu sais que ça va te faire du mal. Le sport aussi, tout quoi. Pareil, le sport, l'alimentation, les réseaux sociaux. Donc ce craving, c'est pas le manque, c'est pas le besoin, c'est vraiment un terme qui a été francisé, craving, qui décrit ce besoin irrépressible d'avoir le comportement alors qu'on ne le veut pas. Ça, c'est le premier symptôme principal. Et le deuxième, c'est la rechute. Le problème dans l'addiction, c'est pas d'arrêter, c'est de ne pas recommencer. À partir du moment où on prend les choses de ce côté-là, on aide le patient se sent soutenu. La rechute, c'est le fait qu'après une période d'arrêt, le patient va avoir une tendance à reprendre le comportement, mais à la même hauteur que quand il avait arrêté. C'est-à-dire quelqu'un qui fumait 2 paquets de clopes pendant 20 ans, il va s'arrêter pendant 2 ans, et puis quand il reprend la clope, au bout de 10 jours, il est déjà à 2 paquets. Avec vraiment cette tendance pathologique à la répétition, alors que le patient ne le veut pas. D'accord ? Et nous, nos psychothérapies et nos traitements sont basés avec des addictolytiques, des traitements anti-craving, pour diminuer l'intensité. Patient a un craving à 9 sur 10, on a un traitement qui arrive à améliorer et à résoudre cette douleur morale, ce psy-ache, à 3 sur 10. Et à partir de ça, comme ils ont moins mal, c'est comme pour la jambe pétée. Faire de la chirurgie sans avoir traité la douleur, ça ne marchera pas. Et faire de la kiné sur une jambe pétée, ça ne marche pas. D'accord ? C'est sûr. On a fait pendant des années de la psychothérapie sur des jambes pétées sans prendre en charge la douleur qu'ils ressentaient avec le craving. Ok. Et quand tu dis la prise en charge de la douleur, c'est médicamenteux ou Absolument. On a des traitements anti-craving qui marchent très très bien actuellement. Pour l'alcool, c'est la naltrexone, la nalméphène, le Revia ou le Celencro, ou alors la Camprosate, qui sont des modulateurs des voies opioïdergiques pour les 2 premiers, ou GABA-glutamatergiques qui sont d'autres hormones. Je pense que là, t'as perdu tout le monde. J'ai perdu plein de gens. Bref, c'est pour dire qu'on sait ce qu'on fait. Ça marche très bien pour l'alcool. Pour l'héroïne, on a la buprénorphine, le Subutex qui est bien connu, ou la méthadone. Pour le cannabis, pour la cocaïne, pour les nouveaux produits de synthèse, on a un alicament qui s'appelle la N-acétylcystéine. Tu le trouves en pharmacie, ça s'appelle le Mucomyst.
actuellement. Et en fait, ce traitement qui est pour la goutte, à la base, il est là pour la toux grasse, mais en fait, ça sert que dalle pour la toux grasse. C'est aussi l'antidote du paracétamol qu'on donne quand une personne arrive pour une intoxication au paracétamol. Et il est recommandé depuis 2004 par la HAS, tout l'usage de cocaïne comme anti-craving. C'est un médicament extrêmement puissant. Il faut avoir 1200 mg matin, midi et soir, donc ça fait 2 gélules de 600 matin, midi et soir. Et ça a un effet extrêmement puissant. On donne aux gosses pour les glaires. Absolument, ou chez les personnes âgées. Mais là, c'est dans des proportions bien plus importantes et ça a un effet extrêmement important à tel point que moi, quand j'ai commencé ma carrière en tant que praticien hospitalier, c'est-à-dire il y a 5 ans, quand on a des gens qui arrivaient pour des problèmes de cannabis ou des problèmes de cocaïne, on était très en difficulté parce que 6 sachets matin, midi et soir, c'est un peu relou et c'était cher. Et là, avec les gélules à 600 mg, on a des patients qui ont trouvé de kétamine, trouble du cannabis, trouble de nos produits de synthèse, de la coke, du crack. Alors, pour eux-mêmes, ils doivent prendre 2 comprimés matin, midi et soir. Une maladie sévère, donc un traitement sévère, mais c'est un effet extrêmement puissant. Ok. Et sans en arriver jusque-là, déjà, au quotidien, comment on peut faire pour réduire l'utilisation des réseaux sociaux et retrouver un équilibre ? Si on est dans... Mais déjà, alors le temps d'écran qu'on a tous sur nos téléphones, mais c'est utile. D'accord, de le regarder. Ouais, de le regarder. Oui, c'est ça, c'est la roue crantée, là, bien-être numérique, et vous savez combien vous utilisez. On regarde et à quel moment on l'utilise, de se poser des règles et d'essayer de les mettre en place. Et puis, si vous voyez que malgré votre bonne volonté et l'envie de vous poser des règles et vous n'y arrivez pas, on a les centres de soins addictologiques, de prévention et d'accompagnement, les XAPA, il y en a partout en France, des XAPA. Ils ont des consultations jeunes consommateurs, ils ont des éducs, des psychos, des addictologues, des infirmiers qui sont accompagnés, qui sont spécialisés depuis des années et des années dans la prise en charge des addictions. Si à un moment vous posez des règles et que vous n'arrivez pas à les tenir, c'est qu'il y a un problème. D'accord, quel que soit le comportement. Ces règles-là, on peut les imposer aussi à son ado, à son enfant, etc. Voilà. Il vaut mieux, mais très rapidement même. Des règles de modération. Ce qu'on veut, c'est pas des règles de coercition, de prohibition, d'interdiction. On sait que ça marche pas et que de toute façon les ados encore plus, ils ont envie de franchir les interdits. Donc c'est des règles de modération, des règles qu'on a mis en famille et qu'on respecte soi-même. Comme je disais au début. Et c'est vrai que là-dedans, chez quelqu'un qui s'aperçoit que le problème des addictions, de la cyberaddiction, d'addiction aux écrans, c'est les réseaux sociaux en particulier sont très addictogènes, mais c'est aussi les activités sexuelles en ligne, c'est aussi les achats compulsifs, c'est aussi le binge-watching, c'est aussi les jeux vidéo. Voilà, c'est une cyberaddiction. C'est tout ce qui est derrière. Donc la modération dans l'utilisation de nos écrans, surtout chez les plus jeunes, c'est comme la modération dans l'usage d'autres choses. Je prends un exemple. Si vous laissez du crack, du bédo ou du ricard sur la table basse à la maison à disposition de vos enfants, vous vous étonnez pas qu'ils soient mortaux ou qu'ils aient une addiction par la suite. On a fait la même chose pour les écrans. Alors Parcoursup, Pronote, la sécurisation du quotidien de nos enfants, la facilité, tout ça. Mais en même temps, on les met face à un outil extrêmement puissant. Dans un iPhone, je crois que c'était le 14, un truc comme ça, il y a autant de technologie que dans la première fusée Ariane. Et ils ont tout ça dans les poches. Il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve avec des phénomènes... Et pourtant, ils ne seront pas tous astronautes. Ils ne seront pas tous astronautes. Voir, c'est un peu idiocratie avec du gâteau. Mais c'est ça, tu vois, les effets de cette surexposition, de l'utilisation et d'addiction des réseaux sociaux, isolement social, forcément... Il y a quoi des phénomènes physiques aussi, oculaires. Alors, les phénomènes les plus importants sont surtout des phénomènes simples. C'est les accidents de la voie publique. Accident de la voie publique. Il y a une étude de Laurent Carilla qui montre bien qu'un des premiers problèmes d'addiction aux écrans, c'est le risque automobile. C'est bizarre, on voit plus de flics pour les téléphones au volant depuis quelques années. Mais tu sais, oui, je sais pas, c'est toi qui me disais ça, c'est que les gens voient plus de loin aussi. Ouais, il y a un effet aussi sur l'aspect oculaire avec on est en train de voir qu'il y a une myopie grandissante, mais encore plus si tu as sur ta Tesla ton écran en milieu central, tu vois, avec les écrans intégrés. Mais non, j'y suis pas encore, j'ai une vieille Clio. Oui, puis achetez pas des Tesla, c'est de la merde. À chaque fois que je vois ça dans une voiture, tu sais maintenant les voitures modernes avec plein d'écrans comme ça partout. Je me dis mais comment tu fais pour conduire dans une voiture comme ça? Tu dois être attiré par... Pas forcément. De toute façon, ils veulent nous vendre des voitures autonomes par la suite. On n'a plus besoin de conduire, on est en train de regarder. Ah non, ça c'est le chien en lice. Donc c'est ce futur-là qu'on nous vend, comme le truc de méta avec tous des casques sur la tronche pour avoir une seconde life. Donc il y a cette réalité des vendeurs de machins qui nous en vendent toujours plus, des trucs qui soi-disant sont hyper bien. Les effets qu'on connaît, c'est l'effet sur l'anxiété sociale, l'effet sur la sédentarité. Puisqu'on sait que plus tu passes de temps posé à regarder ton téléphone, moins tu fais d'activité physique.
à l'époque des 10 000 pas par jour d'alimentation. Les effets aussi qu'on peut avoir et qu'on retrouve assez facilement autour de ce besoin d'avoir toujours plus, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, le FOMO, qui est en train d'apparaître et qui est en train de bien décrire, notamment par les équipes parisiennes. On retrouve dans les dangers principaux, c'est aussi l'altération du sommeil. C'est massif. Alors, déjà qu'on s'aperçoit qu'il y a des troubles de neurodéveloppement avec des altérations de la glande pinéale et que là-dedans, la mélatonine aide beaucoup plus que... La lumière bleue des écrans, ça. La lumière bleue des écrans, surtout quand vous le regardez à 10 cm le soir en vous endormant, en regardant Hugo Décrypte ou je sais pas quoi, ou Hanouna à 10 cm, ben ça vous... En plus de vous envoyer des informations pendant votre sommeil qui vont rester rémanentes, ça a un impact sur votre système mélatoninergique et sur votre cycle de sommeil. Oui, ce que tu disais tout à l'heure aux étudiants, c'est qu'on n'est que des nerfs. Alors, on n'est que des bactéries. Je vous rappelle, le microbiote, il y a autant de neurones dans votre intestin que dans le cerveau d'un labrador. Il faut se rappeler que... Enfin, c'est pas se rappeler. Le charme discret de l'intestin, c'est-à-dire qu'à la base, l'être unicellulaire, l'amibe, c'était un cerveau et un estomac qui étaient reliés par du nerf et reliés par une neurohormone, la sérotonine. D'accord ? La sérotonine, c'est la neurohormone de l'humeur qui est dans les antidépresseurs et dans l'anxiété. Quand vous avez le trac, vous avez la boule au ventre. Quand vous êtes déprimé, vous ne mangez pas. D'accord ? Et là-dedans, en fait, c'est parce que dans notre intestin, on a des bactéries, le microbiote, qui va être, en fait, on n'est que des gros vaisseaux à bactéries qui sont là pour bouffer du sucre. Et la qualité de notre microbiote va impacter la qualité de notre santé mentale. Je vous renvoie aux travaux de Guillaume Font des équipes marseillaises, tout son travail sur la psychonutrition. Maintenant, moi, les patients, je les traite avec des probiotiques, des oméga-3, de la vitamine D, plus que par des benzodiazépines, et c'est beaucoup plus efficace, quoi. Ou de la mélatonine plutôt que l'isopiclone, et l'activité physique aussi, l'art-thérapie, l'ergothérapie, enfin toutes ces choses-là qu'on connaît depuis des années, mais qu'on sait maintenant très efficientes. Génial. En plus de la TCC, en plus des traitements. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es face à un écran comme ça, là on parlait de la lumière bleue, on a un peu dévié, mais la lumière bleue a un impact physique réel sur justement sur cette chimie-là, sur ton cerveau, sur ça. C'est ça qui t'empêche de dormir. La lumière bleue, la surstimulation par les informations, mais avant tout, cet effet de proximité de l'écran par rapport au système oculaire va impacter la neurophysiologie du sommeil. Il faudrait prendre son téléphone le soir et ne pas le mettre à côté de soi. Ouais, déjà ça c'est recommandé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des avions. Mettre son téléphone en mode avion le soir croyant que ça vous protège des ondes, non, votre téléphone est tout le temps en train d'avoir des informations. Si vous voulez, il faut l'éteindre. Plus personne n'éteint son téléphone. Ou le mettre dans une autre pièce. Voilà, le réveil le matin, c'est pas votre téléphone. Pourquoi les gens n'éteignent pas leur téléphone ? Pourquoi il y a un bouton éteindre sur un téléphone ? On le faisait avant sur les Nokia ou sur les 3210 à l'époque, mais maintenant on les éteint plus. Parce qu'en plus ils ont des bonnes batteries, elles durent longtemps. Donc il y a ce phénomène-là, et c'est vrai que là-dedans, on se conditionne nous-mêmes à des usages au quotidien avec le peur de louper quelque chose, le peur de louper une information. Quand vous dormez, vous dormez. Le cerveau, il a besoin de se reposer. Pour conclure sur ça, c'est un vrai sujet de société quand même. Il faut se le dire, c'est comme tu le disais tout à l'heure, l'amiante dans les années 80-90. La prise de conscience, aujourd'hui on a une prise de conscience sur les dangers de l'utilisation de tous ces appareils et puis des réseaux sociaux, des jeux vidéo en ligne. Tu as quand même de l'espoir pour l'avenir, au contraire tu considères que ça va devenir plus critique? Je suis fondamentalement un optimiste, C'était mieux avant, c'est pas moi, C'était mieux avant, c'était Pétain, il faut pas oublier le mariage pour tous, il faut pas oublier les droits qu'on a aux minorités, donc non, je suis fondamentalement optimiste, d'autant plus que la science est là pour aider, qu'on a des traitements qui sont efficaces en 2025 par rapport aux addictions. Le but c'est surtout d'avoir des données fiables pour permettre pas de faire peur aux gens et de créer une panique morale, parce que ça, c'est les politiques qui font ça. C'est plutôt de pouvoir rassurer, de donner un mode d'emploi, de donner des règles de modération et d'usage. Pas de dire aux gens, si vous faites ça, vous êtes des gros nazes. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les enfants qui sont le plus exposés aux écrans tôt, c'est les enfants de parents avec un bas niveau économique, un bas niveau de diplôme et des grandes fratries et jeunes. Donc déjà qu'ils se sentent mal, si en plus on leur dit que c'est des gros nazes parce qu'ils font ça, ils vont jamais venir et ils vont jamais écouter les bons conseils. Donc le but, c'est de pouvoir soutenir au plus près les populations les plus vulnérables, de donner des règles d'usage qui soient des règles
qui soit utilisable facilement et surtout de pouvoir discuter avec les gens, pas d'avoir des modes d'emploi tout faits, mais plutôt des choses que les gens peuvent adapter dans leur famille, dans leur régulation, de remettre aussi de la discussion dans les familles, remettre de l'autorité parentale, enfin c'est les grandes questions qu'on a actuellement, et avoir en tête que ce sont des outils certes très utiles, mais qui peuvent s'avérer dangereux. Je prends un exemple par rapport à vos adolescents. Quand ils envoient des nudes ou des photos d'eux sur Internet, ce sont des données qui sont stockées par le fournisseur, par l'application de réseau. Donc ça veut dire que le plus important, c'est de prévenir les ados que, quelles que soient leurs données, il faut leur expliquer absolument le fonctionnement. Nos données, elles sont vendues en permanence à la découpe, toutes nos données biométriques, nos données, pour que certains puissent en faire quelque chose. Les assureurs, tous ceux qui vous appellent en ce moment pour vous dire « Ah, il y a de nouvelles offres du gouvernement qui ont eu vos numéros ». Donc l'enfer il est là, donc il faut pouvoir pas être dans une peur constante, mais pouvoir prévenir les plus jeunes des risques que représente le numérique, mais déjà il faut les connaître. La prévention, c'est important. La prévention des parents et transmettre aux jeunes, aux plus jeunes. Absolument, mais quoi qu'il en soit, en médecine, la prévention est extrêmement importante puisqu'on n'est plus dans un modèle catégoriel où il n'y avait pas de maladie, puis maladie d'un coup. On est dans un modèle dimensionnel où on va du normal au pathologique progressivement. Donc le but c'est comme pour le body summer, hein. Si vous voulez avoir des carrés de chocolat pour l'été, il vaut mieux commencer en septembre plutôt que commencer en juin, quoi. En septembre de l'année dernière déjà. C'est ça. Donc la prévention elle est essentielle et le but c'est aussi de vulgariser la santé mentale. Alors pas avec des influenceurs à la con qui disent n'importe quoi, mais on a une chaîne YouTube, la Psy du Soleil, qui est la chaîne de la PHM de Marseille, du professeur Lançon, qui depuis 7 ans fait des vidéos des vidéos de praticiens hospitaliers, d'infirmiers sur des sujets de psychiatrie. On a des lives ouverts aussi aux patients très régulièrement pour avoir des discussions sur la santé mentale avec des patients. Des conférences, des podcasts. Conférences, il y a plein de choses qui sont disponibles. Tout est disponible sur Internet, donc l'important, c'est pas de stigmatiser les gens en disant vous êtes cons, vous le savez pas, quoi. C'est de rendre facilement accessibles ces données-là, et notamment dans le projet écran, on a le premier bras qui est de faire une étude observationnelle pour avoir des données fiables. Deuxième bras, c'est le bras d'intervention, et d'avoir une page, celle qu'on est en train de créer, projet écran sur Google ou projet écran, qui est une page où on va recenser les références, les organismes, le PowerPoint qu'on est en train de faire de réduction des risques et des dommages pour que les informations soient disponibles, et ça de façon gratuite. Pas de façon mercantile comme ça peut être fait régulièrement. Bien sûr. On vous mettra le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, en description du podcast. Et pour terminer, je t'ai préparé un petit quiz, un vrai faux sur les addictions aux réseaux sociaux. T'es chaud ? Tu bois ta petite bouteille d'eau. Alors, première question. Les réseaux sociaux peuvent provoquer des symptômes de sevrage similaires à ceux des drogues ? Absolument. Alors, similaire à ceux des drogues, déjà, entre toutes les substances psychoactives, ils ne sont pas identiques. Le sevrage en cannabis n'est pas le même sevrage en tabac ou le sevrage en cocaïne, en héroïne. Mais que ça soit pour l'exercice physique, l'addiction à l'exercice physique, ou l'addiction aux réseaux sociaux, ou les différentes addictions comportementales, on a retrouvé de façon identique des symptômes de sevrage, notamment des problèmes de sommeil, des problèmes d'irritabilité, qui font qu'on a des addictions comportementales, des addictions aux substances qui ont les mêmes corrélats neurobiologiques. Ok. Alors, deuxième question, passer plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux est considéré comme une utilisation excessive ? Alors, encore une fois, il n'y a pas de seuil scientifique bien établi. Pour l'alcool, on sait que plus de 10 unités par semaine sans avoir 2 jours d'abstinence, c'est déjà un risque pour le corps humain. Merde. On sait que pour le tabac, déjà une clope par jour, c'est un risque cardiovasculaire qui est majoré. Pour les écrans, aujourd'hui, on peut se dire que déjà passer 2 heures par jour, ça fait déjà 1/12 de notre journée. C'était sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, mais déjà passer 1/12 de notre journée sur les réseaux sociaux, ça fait déjà un peu trop. D'accord ? Donc il y a un seuil là-dedans. Peut-être qu'à un moment, on l'aura bien identifié, mais c'est plutôt la modération et la multiplicité des usages. Et comme pour l'alimentation, il faut manger varié, équilibré. Et pas en excès. La modération avant tout. Modération. L'addiction aux réseaux sociaux ne touche que les adolescents. Pas du tout.
pas du tout. Dans l'étude là qu'on est en train de faire et sur les résultats préliminaires, on voit que les adultes sont aussi addicts, messieurs, dames, aux réseaux sociaux que les adolescents. Et même les personnes âgées. Facebook, on trouve des personnes âgées qui ont Facebook pour leur quotidien. Donc, ouais, c'est dingue, ouais. Mais on le voit, de toute façon, je pense que tout le monde le voit dans sa famille. Hein. Dans son quotidien. Dans son quotidien, ouais. Alors, il est impossible de surmonter une addiction aux réseaux sociaux sans aide professionnelle. C'est le problème de l'addiction, en fait, c'est qu'à partir du moment, et on y arrive rapidement, puisque à partir de 2 critères, on est déjà dans une addiction légère, à partir du moment où il y a ce problème d'insight que je décrivais tout à l'heure, la personne qui est entrée dans l'addiction va avoir un défaut de reconnaissance de sa propre maladie, qui va faire qu'elle va avoir du mal par elle-même et pour elle-même à mettre en place des stratégies fiables, puisque son cerveau la trompe. Donc c'est là où de l'aide par des professionnels de santé spécialisés en addictologie, et pas n'importe quel charlatan, des gens qui ont fait des études d'addictologie, connaissent le craving, connaissent la rechute, peut être efficiente. Et c'est là aussi où des traitements médicamenteux ou des traitements psychothérapeutiques peuvent être efficaces. D'accord ? Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous apercevez qu'il y a un problème et que vous n'arrivez pas à le régler par vous-même, n'hésitez pas à vous faire aider par votre médecin traitant, ou d'être orienté. Les gens dans les hôpitaux psychiatriques actuellement sont plutôt sympas et efficients. On n'est plus dans Volutunani de coucou. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à rechercher, et de l'aide de professionnels, pas de l'aide de vos pairs ou de gens qui vont dire « Ah, mais quand on veut, on peut. Moi, j'ai connu quelqu'un, il a arrêté du jour au lendemain. » C'est souvent ce qu'on retrouve dans le tabac. Ah, mais oui, mais tu fais pas des efforts, parce que moi j'ai connu quelqu'un, il a fumé pendant 20 ans, et puis il a arrêté du jour au lendemain. Alors, si tant est que cette personne est vraiment arrêtée pendant 20 ans, on la connaît tous, cette personne. Ça voulait dire qu'elle n'avait pas d'addiction au tabac, mais qu'elle s'est juste cramé les poumons pendant 20 ans. Donc, elle a. Mais c'est vraiment. C'est là-dedans, le problème, c'est cette généralisation, cette vulgarisation, le fait que la santé mentale fasse peur, et puis quand on veut, on peut. Je vous rappelle qu'on est une société où on peut être cartésien. Je pense donc je suis. Mais en fait, le bouquin de Damasio, qui est un neuroscientifique, c'est l'erreur de Descartes. Puisqu'on n'est pas ses pensées. On est plein d'autres choses. On a les émotions, on les déconstruit, on n'a pas ce contrôle-là. On n'est pas que des pensées. Hein. Absolument. Les réseaux sociaux peuvent entraîner une diminution de la productivité au travail ou à l'école. Absolument. Le multitasking, les réseaux sociaux, l'exemple que je te disais tout à l'heure, c'est si vous êtes en train de faire quelque chose où vous êtes concentré et que vous avez une communication ou une notification. Alors là, il va mettre un petit clic dans le micro. Non, je peux le faire. J'ai failli, je me suis arrêté. J'ai eu un craving, mais il a pris mon stylo. Vous allez être perturbé sur le plan cognitif avec une augmentation de votre fréquence artérielle, avec une sensation d'inconfort, une anxiété. L'archétype, c'est vous avez votre téléphone, vous êtes en train de faire un truc important en consultation, vous avez un appel de votre compagne ou de votre parent à un moment où je vous appelle pas, vous dites merde, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Vous n'allez pas être concentré. Mieux pouvoir dire j'ai un appel, je vous reprends juste après. Donc j'ai un collègue comme ça. Dès que son téléphone sonne, il faut qu'il décroche. T'es en réunion. Si tu m'écoutes, c'est un message pour toi. Une réponse immédiate à toute sollicitation, mais c'est dans les signes cliniques qu'on retrouve cette dépendance technologique, cette nomophobie, nomobilephobia, où on voit vraiment qu'il y a un over-usage du smartphone, une réponse immédiate à toute sollicitation, qui fait que maintenant on ne pense plus par nous-mêmes. C'est aussi un des problèmes actuellement qu'on voit au travers du smartphone. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, le truc, c'est que quand il y a quand même beaucoup de gens qui sont comme ça maintenant. C'est vrai, non ? À faire cet hyper-usage. Mais c'est le problème là qu'on est en train de mettre en exergue avec l'étude, c'est que la majorité des gens n'ont pas d'addiction, mais ont une hyper-exposition. Donc un usage problématique des écrans. Oui, c'est ça, t'es pas en addiction, mais vous n'êtes pas en addiction, mais vous êtes déjà en hyper-exposition. Et on en discutait tout à l'heure, les GAFAM, ils ont tout intérêt à ce que les gens ne soient pas malades. Il faut faire des gens qui sont un peu accrochés, mais pas malades. Parce que les gens qui sont malades, rapidement, ils meurent, donc ils ne consomment plus. Donc c'est pour ça que quand vous avez un fil sur Instagram, on vous envoie plein de vidéos qui font un peu peur, et puis au bout d'un moment, vous mettez des petits chatons. Quand tu vas dire, je vais continuer, d'accord ? Et de façon, t'en parlais par rapport à la course à pied, par rapport à ces trucs-là, il y a aussi cet effet de captologie. C'est ça. Les réseaux sociaux sont conçus, justement, on y vient, pour être utilisés de manière modérée et ne présentent aucun risque d'addiction. C'est faux. Les réseaux sociaux, ils ont été faits pour vous vendre des trucs. Alors, espérons que le gouvernement va nous sortir un réseau social français moderne, mais il y en a des réseaux sociaux éthiques, des choses comme ça. Biril, c'est pas français, Biril ? Peu de gens les utilisent. Après, c'est pas terrible. C'est moins addictif. Les réseaux sociaux sont faits par des vendeurs de publicité pour utiliser du temps de cerveau et pour vous faire acheter des trucs. Et c'est qui les kings de la publicité et du capitalisme ?
Les Américains. Les Américains. Et les Chinois sont pas mal aussi pour nous vendre des produits. Il faut se rappeler que les deux grands les réseaux sociaux qui sont les plus importants actuellement, c'est Meta, Facebook, Messenger et Instagram et WhatsApp. C'est les Américains. Et l'autre, c'est TikTok, les Chinois. Donc sur les 50 dernières années, les Chinois et les Américains, quand même... ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est une réalité, c'est fait pour vendre du machin, que ce soit en bas des tours ou dans les quartiers. Et encore plus aujourd'hui, avec le fait par rapport au business de substances illicites, aujourd'hui, vous avez facilement le menu sur Telegram ou sur n'importe quelle application pour aller vous ravitailler, alors qu'avant, ça faisait peur. Quoi. Ouais, c'est clair. Passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux peut affecter les relations interpersonnelles. Absolument. On a un effet positif sur l'inhibition et sur l'anxiété sociale des réseaux sociaux à petite dose, c'est-à-dire que ça diminuerait l'enfermement et l'isolement, mais par contre à forte dose, ça majeure l'anxiété sociale. Ça majeure ce sentiment de ne pas être suffisamment bien parce qu'on est tout le temps face à des images de gens qui vont hyper bien, qui ont une vie géniale alors que la nôtre est pourrave. Donc on sait qu'il y a une majoration chez l'adolescent et chez l'adulte de l'anxiété sociale par l'usage des réseaux sociaux. Et la dernière, mais je pense qu'on a déjà répondu à cette question dans notre discussion, il est possible de réduire l'utilisation des réseaux sociaux en établissant des limites de temps et en utilisant des applications de suivi. Oui, absolument. Mais comme pour tout, à partir du moment où on s'est fixé des règles, et, on voit si on arrive à les tenir, mais il y a des applications. Vos téléphones sont actuellement tous équipés de contrôle Apple, enfin Samsung, ils en ont tous mis, avec des temps d'écran et des choses. Sauf que je vous un petit conseil, c'est passer vos écrans en mode noir et blanc. Vous allez voir que ça devient beaucoup moins appétitif très rapidement, mais les applications de contrôle parental sont très utiles, d'avoir des règles de sécurisation c'est hyper utile. Après les ados c'est les meilleurs pour nous gruger, donc ils trouveront toujours des trucs, mais au moins ils passeront du temps à trouver comment gruger, donc peut-être que ça va améliorer leur capacité cognitive, mais ces applications peuvent être utiles. Les règles les plus utiles c'est le bon sens et c'est le fait d'avoir des règles qu'on partage tous ensemble en famille. C'est ça aussi, qu'on s'applique à soi-même avant de vouloir que les autres les appliquent. Ouais, en famille ou entre amis, tu vois, c'est des règles sociales, quoi, tu vois. Ouais, des règles sociales. Tiens, on va aller boire un verre, là maintenant on est dans le pub, dans le bar, au restaurant, on pose pas notre téléphone sur la table. Ouais, mais ça c'est dans les recommandations qu'on a, et moi le premier, là, il est sur la table, c'est quand vous arrivez à un endroit, évitez de faire le cow-boy et de poser directement votre téléphone sur la table. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, évitez d'aller fact-checker ce qu'il vous dit en face de lui, parce que ça veut dire que vous prenez pour un con. Donc cet hyper-usage, cette sollicitation, cette réponse immédiate aux sollicitations, ça fait qu'on s'habitue à dépendre d'une technologie, alors que notre cerveau est bien plus puissant. Le cerveau humain est bien plus puissant que l'IA. Enfin, il y a un nombre de neurones encore plus important dans notre cerveau. Alors des fois, on voit à quoi c'est utilisé. Ça fait un peu plus nuancé, drôle. La nuance, la modération, émotif, la capacité à se décaler, c'est important. Donc là-dedans, c'est pour revenir à ce que disait notre Premier ministre, c'est la question, et maire de Pau et partenaire du projet Écran, donc on te remercie François, c'est la question du livre, la question de la lecture qui est en train de disparaître, puisque aujourd'hui on lit plus sur écran que sur papier, et ça on sait que le fait d'être dans une multimodalité, le toucher, la vue, l'odorat, c'est ça en fait qui construit le cerveau. Mais oui. Être tout le temps en 2D sur un écran, soyez convaincus. La faculté de s'extraire aussi. S'extraire, tu vois. Entre quand vous lisez un bouquin et que vous voyez le film qui a été fait après, vous avez complètement chanté votre capacité à imaginer de façon artistique. C'est clair. Donc je vous déconseille de regarder des films après de lire le bouquin, parce que sinon vous allez être complètement parasité par Viggo Mortensen dans le Hobbit, Aragorn, des choses comme ça. Donc c'est important d'avoir en tête que votre esprit est génial et votre cerveau est capable de tout, mais du pire comme du meilleur. Donc s'entraîner au meilleur, c'est peut-être plus facile que se laisser aller tranquillement, mais sûrement au pire. On va terminer sur ce très bon conseil. Merci Pierre-Emmanuel pour le temps que tu nous as offert. C'était vraiment très intéressant cette discussion. J'espère que vous l'avez apprécié vous aussi. Merci Pierre-Emmanuel. Merci à toi David de ton invitation. Et merci à vous de votre écoute attentive. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode d'Éclosion d'ici une quinzaine de jours. N'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime et à laisser des commentaires aussi, Pierre-Emmanuel, pour les regarder et y répondre. Et on vous met en lien donc le lien vers la grande enquête. Dans la page HTML qui donne lien au labo CNRS qui est RGPD et vous donnez
sont anonymisés. C'est anonymisé, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, votre prénom. Et surtout, ça vous fera une petite introspection sur vous-même et sur l'usage des écrans et des réseaux sociaux. Merci beaucoup.